Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ce serait un doux euphémisme si je ne disais pas quel plaisir j'ai à être ici. Bravo, bravo Saïd, bravo à ton bureau, bravo à tous les bureaux de l'AMCAR. 30 ans, ça passe, et j'ai ce plaisir de vous avoir accompagné pendant une quinzaine d'années déjà, pourvu que ça dure. Hein. C'est surtout pour l'AMCAR, pour moi. Voilà. Les sténoses carotidiennes sont une des circonstances de maladies vasculaires périphériques, on en a vu une autre à l'instant avec le professeur Lamy, sont une des... Je préférais ne pas avoir le mot de présentateur là-dessus, s'il vous plaît, c'est possible? Sont une des situations où auxquelles on est confronté le plus souvent en cardiologie. C'est une situation qui est complexe, elle aussi, et on va voir que les habitudes thérapeutiques ne sont pas univoques, qu'elles soulèvent des problèmes. On va essayer de faire ça dans ces 15 minutes. Les sténoses carotidiennes asymptomatiques, avant tout, ce sont des rétrécissements qui représentent au moins 50% de sténose. Et je l'ai déjà dit ici, comme je l'ai déjà dit ailleurs, les sténoses à 20% ou à 30%, je ne connais pas, ce sont des plaques. Ça a une valeur, peut-être qu'Atoul nous en parlera tout à l'heure, mais ça a une valeur qui n'a pas la même vocation, ou presque. La sténose carotidienne, c'est au fond quelque chose qui est très répandu. Le fait qu'elle soit asymptomatique fait qu'elle est sous-évaluée, ça c'est le principe même. Et vous voyez qu'il y a près jusqu'à 80 millions de personnes qui en sont infectées dans le monde, avec une prévalence qui augmente considérablement avec l'âge. Et donc une raison supplémentaire de s'en occuper. Quel est le risque d'AVC lié à la présence d'une sténose carotidienne? Si on se reporte aux années 90, et ces années 90 sont les années où les études qui servent de référence à la prise en charge thérapeutique ont été menées, eh bien on était sur un risque d'AVC homolatéral de l'ordre de 2 à 3%. On est aujourd'hui, dans les papiers les plus récents, à moins de 1%. Autrement dit, quand on va décider d'une thérapeutique, il faut savoir si on apporte un bénéfice ou si on prend plus de risques qu'on apporte de bénéfices. C'est la règle de notre métier, on l'a vu tout à l'heure avec le cas du professeur Alami. Ce qui est particulièrement intéressant et au fond un peu contre-intuitif, c'est que les sténoses carotidiennes s'accompagnent d'un risque certes d'AVC, mais surtout sont témoins d'une maladie cardiovasculaire ubiquitaire qui touche l'ensemble des territoires. Et les taux de mortalité et d'événements sont surtout considérés pour les infarctus du myocarde. Autrement dit, vous avez des plaques, certes une sténose à 50% ou à 60% d'une carotide, eh bien, c'est un risque d'infarctus, ce qui justifie la prise en charge globale du patient et non seulement la prise en charge des carotides, de la lésion carotidienne. D'ailleurs, quand on regarde ces données, on voit que les sténoses carotidiennes, cette fois-ci de plus de 70%, celles qui sont considérées comme serrées, eh bien, dans ces cas-là, plus de 60% des patients ont des lésions coronaires. Et il y a en 1984 une série que je considère comme, qu'on peut considérer comme historique, qui montrait que chez des patients ayant été hospitalisés avec une sténose carotidienne, 90% des patients avaient des lésions coronaires. Autrement dit, loin d'être négligeable, elles n'étaient pas toutes significatives, ça c'est une chose évidente. Alors qu'est-ce qu'on fait face à une sténose carotidienne? Eh bien, pour beaucoup, il y a des chirurgiens, surtout pour les chirurgiens, il y a un réflexe oculo
chirurgical ou oculodilatateur en fonction des pratiques. Et on se rend compte que finalement, dans la pratique à l'égard des sténoses carotidiennes, eh bien, la plupart des sténoses opérées sont des sténoses asymptomatiques, autrement dit, celles pour lesquelles le risque spontané d'AVC n'est pas majeur. Certains pays, notamment le Danemark, ont des pratiques tout à fait opposées à l'ensemble des pratiques que l'on peut voir en général, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de chirurgie pour des sténoses dites asymptomatiques. En Angleterre, 17%. En France, 70% de la chirurgie carotidienne est effectuée chez des gens qui ont une sténose asymptomatique. Donc, certains concluent qu'un bon nombre de chirurgies carotidiennes sont effectuées sans aucun bénéfice absolu. Quand on regarde maintenant une étude assez récente, alors qui est une étude qui a un déroulé particulier, c'est une étude qui avait comme vocation de comparer angioplastie, chirurgie carotidienne plus traitement médical au traitement médical seul. Malheureusement, le recrutement a été assez faible dans cette étude. Il a donc fallu diviser la population en plusieurs populations pour démontrer au bout du compte que le traitement médical seul faisait aussi bien que l'association chirurgie, traitement médical, traitement endovasculaire et traitement médical. Du coup, on a des recommandations, puisque c'est effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on se retourne toujours vers nos recommandations, et nos recommandations en Europe, auxquelles j'ai eu la chance de participer, précisent que face à une sténose carotidienne asymptomatique, la chirurgie peut être bénéfique, à la condition que s'associe à cette sténose carotidienne des critères de gravité, on reviendra, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous, à condition que ces critères de gravité conditionnent un risque d'AVC plus élevé. On parle cette fois-ci d'AVC parce que le risque lié à la sténose carotidienne, le risque cardiovasculaire, reste identique. Nos amis américains vont plus loin et considèrent sur la base d'études encore une fois anciennes qu'il y a une indication quand il y a une sténose de plus de 70%. Pour autant, l'élément qui est fondamental, et j'en arrive finalement au sujet que l'on devait évoquer, mais que vous connaissez bien, j'en suis sûr, c'est ce traitement, ce best medical treatment qui est considéré comme la pierre angulaire de l'ensemble de la prise en charge de ces patients. Malheureusement, on a très peu d'études qui nous permettent d'en mesurer l'efficacité. Je parle d'études dédiées aux sténoses carotidiennes asymptomatiques. On a de nombreuses études sur le rôle de l'amélioration du style de vie, du traitement antiplaquettaire, du traitement hypolipémia optimale, du management de l'hypertension artérielle, du diabète, mais finalement pas grand-chose sur les sténoses carotidiennes. Ce que l'on fait de manière, je dirais, consensuelle, c'est un traitement antiplaquettaire dès qu'il y a 50% de sténose, dès qu'il y a une sténose, mais pourquoi pas un traitement antiplaquettaire en dessous, vous me diriez. Ce que l'on fait également, c'est les statines, avec aujourd'hui une définition qui est claire, c'est que les patients qui ont une sténose carotidienne sont considérés, même quand elle est asymptomatique, comme des patients à très haut risque cardiovasculaire, avec comme implication un LDL cholestérol à moins de 55 mg par décilitre et une réduction de plus de 50% du LDL cholestérol, et puis le traitement de l'hypertension par des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, et puis bien sûr sevrage tabagique, bien sûr activité physique, bref l'ensemble du traitement qu'on connaît bien. Si on regarde un peu plus en détail les données sur le traitement antiplaquettaire, le traitement antiplaquettaire de référence, c'est l'aspirine. Or, curieusement, on n'a qu'une seule étude ancienne qui a testé chez des patients ayant une sténose carotidienne asymptomatique de plus de 50%, l'aspirine à 325 mg par jour, ce n'est pas les doses que l'on utilise habituellement.
curieusement, il n'y a pas de bénéfice en termes de survenue d'un événement cardiovasculaire. Et l'on n'a pas évalué dans cette étude le risque d'un AVC homolatéral. Autrement dit, évidemment, peu de données à cet égard. Par contre, on a toujours les données de l'aspirine chez les patients coronariens en prévention secondaire. Et lorsqu'on regarde maintenant ces recommandations de l'USPSTF aux États-Unis, eh bien, globalement, on a une indication à l'aspirine chez des gens ciblés, avec leur consentement, avec une balance du rapport bénéfice-risque, puisque le risque hémorragique en prévention primaire dans la sténose, dans les maladies vasculaires périphériques, eh bien, reste très limité. Une étude on parlait de rivaroxaban, une étude qui est apparue comme un progrès en termes d'antiagrégation plaquettaire dans la maladie vasculaire périphérique, c'est COMPASS, une étude que malheureusement on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas se référer en France puisque le rivaroxaban n'a pas l'AMM, et qui a comparé le rivaroxaban à dose de 2,5 mg plus 2 fois par jour, plus l'aspirine chez des patients ayant une maladie coronaire ou ayant une maladie vasculaire périphérique, dans l'ensemble de la sous-population des patients ayant une maladie artérielle périphérique, eh bien on voit que l'incidence des AVC est réduite de plus de la moitié sous rivaroxaban 2,5 x 2 plus aspirine. Si on s'intéresse à la maladie coronaire, à la maladie carotidienne, on voit que chez les patients qui sont entrés dans l'étude avec une maladie carotidienne, eh bien, il n'y a pas de bénéfice significatif, la population est quand même limitée, et donc aujourd'hui, on n'a pas d'indication à cette indication COMPASS, encore une fois, Rivaro 2,5 x 2 plus aspirine. Et il faut savoir que cette dose de rivaroxaban, on ne va pas rentrer dans les détails physiopathologiques, c'est plutôt une dose antiplaquettaire qu'une dose anticoagulante stricto sensu. Ça vient du profil pharmacolodynamique du rivaroxaban. Il y a eu dans le groupe vasculaire de la Société européenne de cardiologie des recommandations, et on regarde ici en haut, on voit qu'en cas de sténose carotidienne asymptomatique, on va recommander l'aspirine s'il n'y a pas de surrisque hémorragique, et on va recommander de s'abstenir de traitement antiagrégant plaquettaire chez des patients qui ont un risque hémorragique élevé. Ce petit schéma résume l'ensemble de ce qu'on peut faire. Voilà. Il faut que j'aille vite alors. En pratique, les inhibiteurs de P2Y12 n'ont pas été testés dans cette indication, et ils sont donc indiqués que lorsqu'il y a une intolérance à l'aspirine. Élément fondamental, le traitement hypolipémiant. Encore une fois, les patients qui ont une sténose carotidienne asymptomatique sont à très haut risque. Il y a chez tous une indication de statine avec un objectif à moins de 0,55 g par litre et plus de 50% de réduction. Malheureusement, ces recommandations, aussi fortes soient-elles, ne sont que très peu appliquées. Dans l'étude Da Vinci en Europe, les patients qui avaient une pathologie cervico-vasculaire, eh bien ces patients n'étaient à l'objectif que dans moins de 16% des cas, autrement dit, pas grand-chose. Pourtant, il y a un clair bénéfice des statines sur les sténoses carotidiennes. Il y a un impact du traitement, et on a ici dans l'étude ACST cette notion que lorsque les patients sont sous statine, le risque d'événement est de toute façon inférieur, et qu'en matière de risque absolu, il diminue clairement lorsque les patients sont sous statine, ce qui rend l'intervention qui rend ineffective sur le plan significativité. En ce qui concerne le traitement antihypertenseur, l'objectif,
quoi qu'on puisse en dire, les patients sont encore une fois asymptomatiques, c'est d'obtenir des chiffres tensionnels inférieurs à 130/80, avec de préférence un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone, que ce soit IEC ou ARA2, avec qu'est-ce qu'on fait quand il y a une sténose serrée bilatérale des carotides. J'ai essayé de chercher dans la littérature, et bien ma foi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il faut bien évidemment avoir une attitude différente si le patient a fait un AVC, notamment au stade aigu de l'AVC sur le contrôle tensionnel. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Et donc, en résumé, ce traitement médical qui se veut universel, qui est, je suis sûr pour vous, quelque chose d'évident, mais qui malheureusement n'est pas suffisamment appliqué, on va plutôt opérer le patient et faire un peu moins d'efficacité sur le traitement médical. Or, en opérant le patient, on diminuera certainement le risque d'AVC, on ne diminuera pas le risque d'infarctus du myocarde, qui est encore une fois le risque majeur. Je ne reviens pas sur les détails du traitement pour essayer de rester dans les temps. Rappelez-vous quand même que la chirurgie ou l'angioplastie sont efficaces chez des patients sélectionnés. Vous avez ici l'ensemble des critères de surrisque auxquels il faut rajouter à la suite d'une méta-analyse assez récente de Peter Rothwell, le degré de sténose. Pendant longtemps, on a dit que la sténose, soit 70 ou 80% ne change rien. Cette méta-analyse de Peter Rothwell, que je ne vous ai pas détaillée ici, montre qu'il faut tenir compte du degré de sténose. Si l'on se rappelle de ça et que l'on applique les recommandations en termes de traitement médical, et j'insiste encore une fois sur le traitement hypolipémiant, parce qu'Atul vous en parlera peut-être, ce traitement permet également de voir une régression de la plaque. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci, Dr Kaunator, pour cette belle présentation qui a sollicité beaucoup de questions. Donc j'ai ici sur la tablette 4 questions pour vous. Alors, la première, lorsque la plaque est inférieure à 50%, est-ce qu'il y a ou pas l'indication aux statines et aux antiagrégants plaquettaires? Alors, la question est excellente. Dans les recommandations, je reviens à ces recommandations, ce qui est défini comme critère de haut risque, de très haut risque cardiovasculaire, c'est l'existence de plaques athéromateuses au niveau des carotides, voire des fémorales, mais c'est moins spécifié au niveau des fémorales. Et donc, oui, ce sont des patients qui sont à très haut risque avec le même objectif thérapeutique, je répète, moins de 0,55 plus réduction de 50%. La deuxième question, si on trouve un petit infarctus cérébral qui est passé inaperçu, est-ce qu'il faut opérer la sténose? Alors, c'est un des critères de risque majoré, la présence de lésions homolatérales sur le scanner ou l'IRM. Et donc, un critère qui peut conduire à une intervention. Devant une sténose carotide. Juste une petite nuance, c'est pas parce qu'on va découvrir une petite zone d'ischémie qu'on va considérer le patient comme étant symptomatique. La définition de la sténose carotidienne symptomatique étant une sténose carotidienne qui s'accompagne d'un AVC ou d'un événement clinique de moins de 6 mois, voire 1 an. Devant une sténose carotidienne serrée, faut-il rechercher systématiquement une ischémie myocardique silencieuse? C'est une bonne question, oui. Oui. Oui, parce que ces patients sont des patients qui ont encore une fois un risque coronarien élevé. Vous gardez les statines jusqu'à quel âge dans le cadre de la prévention primaire des sténoses carotidiennes asymptomatiques? Alors, comme ce sont des sténoses carotidiennes, la définition de ce qu'est la prévention primaire devient beaucoup plus difficile, et ça c'est tout un débat. Est-ce que, allez, je vais vous poser une question, je n'ai pas de QR code. Est-ce que vous considérez un patient qui a des artères strictement normales, sans aucune lésion, en prévention primaire? Oui, hein?
Si vous levez la main, je suppose que toutes les mains vont se lever. Maintenant, comment vous considérez le patient qui n'a pas fait d'événement et qui a des artères avec des plaques d'athérome carotidienne, une sténose asymptomatique, voire un anévrisme de l'aorte abdominale, voire une artériopathie des membres inférieurs? Il est toujours en prévention primaire, puisqu'il n'a pas fait d'événement. Et est-ce que vous le considérez de la même manière? Non. Eh bien, toute cette zone grise qui nous appartient de trancher et qui rend toutes ces situations parfois difficiles, avec là aussi la nécessité de concertation, de discussion surtout avec le malade, hein, parce qu'au fond, quand on, entre guillemets, condamne un malade à prendre un traitement à vie avec tous les risques d'intolérance et toutes les stupidités qu'il peut entendre à la radio ou à la télévision. Au Maroc, je suis sûr que ce n'est pas le cas, mais en France, c'est tout le temps. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui pose problème. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Soulami. Bonjour, j'aurais juste voulu savoir quand est-ce que vous utilisez le clopidogrel en association avec l'aspirine? Ah, ça c'est une bonne question. On n'a pas d'études qui montrent le bénéfice à étudier clopi plus aspirine dans les sténoses carotidiennes asymptomatiques. Chez des patients qui ont des lésions carotidiennes sévères, on pourra l'utiliser notamment après une angioplastie pendant 6 semaines. Chez des patients, alors ça c'est une attitude qui est tout à fait personnelle, chez des patients qui ont des lésions contralatérales importantes, notamment lorsqu'il y a une occlusion contralatérale chez des patients qui étaient déjà sous aspirine, on pourra être tenté d'utiliser le clopi en association avec l'aspirine, mais il n'y a pas de recommandation pour le faire. Les études qui ont testé ça n'ont pas monté de bénéfices. Merci Serge pour ce topo très intéressant. Merci à vous. Je pense. Et à bientôt pour la 60e année. Ouais. Très bien.